Bienvenue dans ce 19e épisode de Révision du français pour le brevet. Aujourd'hui, nous allons parler de science-fiction et de dystopie. Ce chapitre est passionnant parce qu'il montre comment la littérature imagine l'avenir pour parler du présent. Fusées, machines, robots, voyages dans le temps, planètes lointaines, sociétés futures, écrans omniprésents, surveillance, manipulation génétique, catastrophes écologiques, monde totalitaire. La science-fiction semble nous emmener ailleurs, mais elle nous ramène souvent à nos propres peurs. La science-fiction est un genre qui imagine des mondes possibles à partir d'hypothèses scientifiques, techniques ou sociales. Elle peut poser des questions comme: que se passerait-il si l'on pouvait voyager dans le temps? Si des robots devenaient autonomes? Si l'on colonisait une autre planète? Si l'on contrôlait les naissances? Si la mémoire pouvait être modifiée? Si les livres disparaissaient? Si un pouvoir surveillait tous les gestes des citoyens? La science-fiction part souvent d'un «et si», ce «et si» ouvre un monde imaginaire, mais ce monde obéit à une certaine logique. Il faut distinguer science-fiction et merveilleux. Dans un conte merveilleux, une fée ou une baguette magique peut transformer le monde sans explication rationnelle. Dans la science-fiction, l'extraordinaire est souvent lié à une hypothèse scientifique ou technique. Une machine, une invention, une expérience, une découverte, une organisation sociale future. Même si cette science est inventée, elle donne au récit une apparence de rationalité. Le lecteur accepte l'hypothèse et observe ses conséquences. La science-fiction n'est pas seulement un genre du futur. Elle peut se dérouler dans l'espace, dans un autre temps, dans un monde parallèle, dans un futur proche ou lointain, ou même dans un présent légèrement modifié. Ce qui compte, c'est le déplacement de notre regard. En inventant un autre monde, l'auteur nous permet de voir le nôtre autrement. C'est l'un des grands pouvoirs de la littérature: s'éloigner pour mieux comprendre. Jules Verne, au XIXe siècle, n'est pas toujours classé comme auteur de science-fiction au sens moderne, mais il joue un rôle essentiel dans l'imaginaire scientifique. Ses voyages extraordinaires associent aventure, documentation, invention, machine, géographie et curiosité scientifique. Dans 20 000 lieues sous les mers, le Nautilus permet d'explorer les profondeurs marines. Dans De la Terre à la Lune, le voyage spatial devient imaginable. Chez Verne, la science est souvent liée à l'émerveillement, à l'exploration, à la découverte du monde. Le progrès technique ouvre des portes. H.G. Wells, à la fin du XIXe siècle, donne à la science-fiction une dimension plus inquiétante. Dans La machine à explorer le temps, il imagine un voyage vers un futur lointain qui révèle une humanité divisée et transformée. Dans L'île du docteur Moreau, il interroge les limites de l'expérimentation scientifique. Dans La guerre des mondes, il imagine une invasion extraterrestre. Avec Wells, la science-fiction devient un outil critique. Elle ne se contente pas de faire rêver, elle met en garde. Le progrès peut produire des merveilles, mais aussi des monstres, des inégalités ou des catastrophes. Mary Shelley, avec Frankenstein ou le Prométhée moderne, dès le début du XIXe siècle, pose déjà une question fondamentale. Le savant est-il responsable de ce qu'il crée? Victor Frankenstein veut dépasser les limites humaines en donnant la vie, mais il abandonne sa créature, refuse d'assumer les conséquences de son acte et déclenche une tragédie. Le roman n'est pas seulement une histoire de monstres, il interroge la responsabilité du créateur, l'orgueil scientifique, la solitude, le rejet, le besoin d'amour. C'est une œuvre essentielle pour comprendre que la science-fiction, ou les récits proches de la science-fiction, parlent souvent d'éthique. Le mot progrès est donc central. Le progrès scientifique peut être un rêve. Soigner les maladies, explorer l'univers, comprendre la nature, améliorer la vie, communiquer plus vite, voyager plus loin. Mais il peut aussi devenir un cauchemar. Surveiller, manipuler, détruire, standardiser, déshumaniser. La littérature ne dit pas simplement que la science est bonne ou mauvaise, elle demande: que faisons-nous de la science? Qui la contrôle? Dans quel but? Avec quelles limites? Au service de qui? C'est là qu'apparaît la dystopie. Une dystopie est la représentation d'une société imaginaire qui semble souvent organisée, stable ou efficace, mais qui est en réalité oppressive, injuste ou déshumanisante. On peut la comprendre comme le contraire d'une utopie. L'utopie imagine une société idéale ou meilleure. La dystopie imagine un monde qui a mal tourné. Mais attention, une dystopie n'est pas seulement un monde triste, c'est un avertissement. Elle grossit certaines tendances du présent pour nous faire réfléchir. Dans 1984 de George Orwell, publié en 1949, le monde est dominé par des régimes totalitaires. Le pouvoir surveille, contrôle les corps, les paroles, les pensées et même le passé. Le personnage de Big Brother incarne cette surveillance permanente. La langue elle-même est transformée avec la novlangue,
qui réduit la possibilité de penser contre le pouvoir. C'est une idée fondamentale. Contrôler les mots, c'est contrôler la pensée. Si certains mots disparaissent, certaines idées deviennent plus difficiles à formuler. La dystopie montre donc que la liberté dépend aussi du langage. Dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publié en 1953, les pompiers ne combattent plus les incendies, ils brûlent les livres. La société préfère le divertissement rapide, les écrans, la passivité, le confort mental. Les livres sont dangereux parce qu'ils font penser, douter, comparer, se souvenir. Le roman pose une question toujours actuelle. Que devient une société qui renonce à la lecture, à la mémoire, à la complexité ? La censure ne vient pas seulement d'un pouvoir brutal, elle peut aussi venir d'un désir collectif de ne plus être dérangé. Dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, publié en 1932, la société est contrôlée d'une autre manière. Les êtres humains sont produits, conditionnés, classés, divertis, stabilisés par le plaisir et la consommation. La domination n'y passe pas seulement par la peur, mais par le confort, le conditionnement et la suppression du désir de liberté. C'est très intéressant parce que cela montre deux modèles de dystopie. Orwell imagine un monde dominé par la surveillance et la terreur. Huxley imagine un monde où les individus acceptent leur servitude parce qu'elle est agréable. Dans les deux cas, la liberté disparaît, mais pas par les mêmes moyens. La dystopie repose souvent sur un paradoxe. Le pouvoir prétend rendre les gens heureux, en sécurité ou égaux, mais il détruit ce qui rend la vie humaine. Il supprime la liberté, la mémoire, l'amour, la famille, l'art, la lecture, la solitude, le doute, l'imprévu. Il veut éliminer la souffrance, mais il élimine aussi la profondeur. Il veut organiser la société, mais il transforme les individus en rouages. Il veut éviter le désordre, mais il détruit l'humanité. Les personnages de dystopie sont souvent des individus qui commencent à douter. Au début, ils vivent dans le système, parfois sans le comprendre vraiment. Puis quelque chose se fissure. Une rencontre, un livre, un souvenir, un amour, une erreur, une image, une contradiction. Le personnage se met à voir ce que les autres ne voient plus. Cette prise de conscience est dangereuse. Dans une dystopie, penser librement devient souvent un acte de résistance. Le décor dystopique est très codé. On y trouve des villes contrôlées, des écrans, des slogans, des caméras, des affiches, des bâtiments gigantesques, des quartiers séparés, des uniformes, des règles absurdes, des mots imposés. L'espace reflète le pouvoir. Une ville transparente peut être inquiétante si tout le monde y est visible. Une société propre et parfaite peut cacher une violence extrême. Un lieu agréable peut être une prison si l'on ne peut pas en sortir. Le langage est l'un des grands enjeux. Les régimes dystopiques inventent souvent des mots, des slogans, des formules répétées. Ces mots ne servent pas à penser, mais à empêcher de penser. Ils simplifient, inversent, masquent. Ils appellent liberté ce qui est obéissance, paix ce qui est guerre, bonheur ce qui est conditionnement. Pour analyser une dystopie, il faut donc regarder les mots du pouvoir. Que veut-il faire croire? Quels mots interdit-il? Quels mots répète-t-il? Quels mensonges deviennent normaux? La science-fiction et la dystopie utilisent souvent l'anticipation. L'anticipation consiste à imaginer un futur possible. Mais ce futur parle du présent de l'auteur. 1984 parle des totalitarismes du XXe siècle, de la surveillance, de la propagande, de la manipulation de l'histoire. Fahrenheit 451 parle de la censure, de la culture de masse, de la peur des idées. Le meilleur des mondes parle du conditionnement, de la société de consommation, de la maîtrise technique du vivant. Une dystopie n'est donc pas une prédiction exacte, c'est une mise en garde. Il faut aussi connaître l'utopie, parce qu'elle permet de mieux comprendre la dystopie. Une utopie imagine un monde idéal, souvent pour critiquer le monde réel. Thomas More, au XVIe siècle, invente le mot utopia, pour désigner une île imaginaire organisée selon d'autres principes. L'utopie permet de demander: notre société est-elle la seule possible? Pourquoi acceptons-nous certaines injustices comme naturelles? La dystopie, elle, fait l'inverse. Elle demande ce qui arriverait si certaines tendances dangereuses allaient jusqu'au bout. Utopie et dystopie sont donc deux manières de penser la société par l'imaginaire. La science-fiction peut aussi interroger l'identité humaine. Si un robot pense, est-il une personne? Si un clone possède des souvenirs, est-il un individu? Si une intelligence artificielle parle comme nous, que signifie comprendre? Si l'on peut modifier la mémoire, reste-t-on soi-même? Si l'on peut prolonger indéfiniment la vie, que devient la mort? Ces questions ne sont pas seulement techniques, elles sont philosophiques. La science-fiction est un laboratoire de pensée. Elle interroge aussi notre rapport à la nature. Beaucoup de récits imaginent des catastrophes écologiques, des planètes détruites, des sociétés souterraines, des mondes sans eau, des espèces disparues. Là encore, le futur sert à avertir le présent. Que se passera-t-il si l'être humain exploite le monde sans limite?
Si la technique donne l'illusion que tout était réparable, si le progrès matériel détruit les conditions mêmes de la vie, la science-fiction transforme les peurs collectives en récits. Pour le brevet, il faut savoir reconnaître les indices d'un texte de science-fiction. Cherchez d'abord l'hypothèse. Invention, futur, machine, organisation sociale, voyage, expérience, planète, technologie. Ensuite, observez le monde construit. Quelles règles différentes d'une autre? Quels objets? Quel métier? Quel pouvoir? Puis demandez-vous quelle question est déposée. Le texte célèbre-t-il le progrès? Le critique-t-il? Le rend-il ambigu? Enfin, repérez les procédés, vocabulaire technique, description de machines, néologisme, champ lexical de la surveillance, de la peur, de la déshumanisation, contraste entre apparence parfaite et réalité oppressive. Face à une dystopie, la méthode est encore plus précise. Il faut identifier le système de pouvoir. Comment contrôle-t-il les individus? Par la violence? Par la surveillance? Par le plaisir? Par le langage? Par l'éducation? Par la peur? Par la suppression des livres? Ensuite, cherchez le personnage qui résiste ou qui doute. Que découvre-t-il? Pourquoi devient-il dangereux? Puis analysez la critique du présent. Quelle tendance de notre monde est exagérée? La technologie, la consommation, la censure, le conformisme, la manipulation des images, l'oubli de l'histoire? Il faut éviter une erreur, croire que la science-fiction serait moins littéraire parce qu'elle parle de machines ou de futur. Au contraire, c'est un genre très riche parce qu'il permet de poser des questions humaines très anciennes avec des images nouvelles. Prométhée volait déjà le feu aux dieux. Frankenstein crée une vie qu'il ne sait pas aimer. Les dystopies modernes demandent ce qu'il reste de l'homme quand la technique, l'État ou le marché prétendent tout organiser. La science-fiction parle du futur, mais elle parle surtout de nos limites. À retenir pour finir, la science-fiction imagine des mondes possibles à partir d'hypothèses scientifiques, techniques ou sociales. Elle peut faire rêver, mais aussi inquiéter. Jules Verne ouvre l'imaginaire du voyage scientifique. Mary Shelley interroge la responsabilité du créateur. H. G. Wells fait de l'avenir un outil critique. Les dystopies, comme 1984, Le meilleur des mondes ou Fahrenheit 451, imaginent des sociétés oppressives pour nous avertir des dangers du présent. Surveillance, censure, conditionnement, perte de mémoire, appauvrissement du langage. Le jour du brevet, face à un texte de science-fiction ou de dystopie, demandez-vous toujours quelle hypothèse est inventée, quelle société est représentée, quelle liberté est menacée, et ce que ce futur imaginaire révèle de notre monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.